À la une ce soir, les candidats au bac technologique reconvoqués pour l'épreuve d'espagnol ce matin après le couac de lundi. Nous avons interrogé quelques candidats à la sortie de l'examen ce matin, vous les entendrez. Hervé Pinto, convoqué devant le tribunal de Fort-de-France, le syndicaliste refuse de quitter le bureau du directeur de la Poste. Il y tient une grève de la faim. Depuis 9 jours, l'audience de ce matin a été reportée. Améliorer l'accueil et la qualité des commerces du Sud. Un label est lancé dans ce sens. Nous avons rencontré des chefs d'entreprise qui ont accepté de jouer le jeu. Et puis retour sur le match Martinique-Curaçao. Grosse déception pour les Matininots, défaite 2-1. Ils n'iront pas en finale, tout comme la Guyane. Résumé du match à la fin de votre journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre en direct sur notre page Facebook. Retour à la case départ pour les candidats au baccalauréat technologique. Lundi, une erreur s'est glissée dans l'épreuve d'espagnol. Résultat, dans toute la France, 12 000 élèves ont dû repasser l'examen. Ce vendredi, reportage au lycée de Bellevue. Alvin Courcy et Guy-Raphaël René ont pu rencontrer des candidats un peu agacés. Reportage. Ils pensaient être en vacances hier et pourtant ce matin, les élèves de terminale technologique ont rendu pour la deuxième fois cette semaine leur copie d'espagnol. C'était assez facile, j'ai trouvé. C'était sur 14 femmes qui se sont battues pour la liberté des femmes, tout du style. Et puis voilà, c'était facile. Hein. J'ai pas eu de soucis particuliers. Non, pas spécialement de stress puisque je suis plutôt fort en espagnol quand même. Mais de revenir à l'école pour repasser une épreuve, c'est pas intéressant. Ça m'a effectivement rajouté un coup de stress vu que j'étais en train de faire une épreuve de physique lorsque j'ai appris et j'étais stressée après ça. Lundi matin, les élèves ont passé une première fois l'épreuve d'espagnol. Oui, mais voilà, les sujets étaient les mêmes que l'année dernière. Une erreur du ministère de l'Éducation nationale, rapidement décelée et corrigée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bac, c'est une machine qui est compliquée et qui est de plus en plus complexe à cause de la multiplication des matières, des options et autres. Donc, j'ai envie de dire, c'est inévitable qu'il y ait de temps en temps ce genre de petits loupés. Mais tout est prévu pour réparer les choses. Bon, on a toujours un sujet de remplacement en cas de difficulté, donc les choses, disons, sont gérées au mieux. Le baccalauréat est une période stressante pour les candidats, mais aussi pour les fonctionnaires de l'Éducation nationale qui se sont vus contraints de réorganiser cette épreuve dans l'urgence. D'une part, il fallait déjà prévenir les élèves et nous assurer qu'ils recevraient les convocations du rectorat, ce qui a été fait parce qu'on est en communication directe avec l'ADEC. Et ensuite prévenir les professeurs qui par ailleurs sont convoqués déjà un peu partout. Donc ce travail a été fait rapidement et nous nous sommes assurés que les professeurs que nous avions convoqués n'avaient pas de convocation ailleurs. On convoque naturellement un peu plus de professeurs pour être sûr que certains pourront être présents. Au total, ce sont 377 élèves qui ont été concernés sur notre île par ce remaniement, en espérant avoir réussi cette dernière épreuve écrite. Résultat, le 5 juillet prochain. Je vous le disais en titre, Hervé Pinto assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France ce matin par son employeur, La Poste. Hervé Pinto, syndicaliste installé dans le bureau de son directeur depuis 9 jours. Il y tient une grève de la faim pour dénoncer sa situation au sein de l'entreprise. La Poste qui a demandé à la justice son expulsion, une requête qui n'a pas été entendue ce matin à l'audience, qui a été renvoyée à la demande de l'avocat d'Hervé Pinto. Il s'explique au micro d'Alvin Courcy et de Guy-Raphaël René. Depuis 2 jours, la direction de la Poste a fait de façon à ce qu'il n'y ait plus d'arrivée d'électricité dans les prises de la salle dans laquelle en fait, se trouve M. Hervé Pinto, de façon à l'isoler, de façon à ce qu'il ne puisse pas recharger son portable. Vous voyez, depuis 2 jours. Puisque, en effet, c'est via puisqu'on ne peut pas avoir accès à lui, c'est via son portable qu'il a la communication un peu avec l'extérieur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette même en fait, direction qui prétendument porte un grand intérêt s'agissant en fait, de la santé de M. Pinto, cette même direction qui aussi a interdit depuis 2 jours en fait, à tout membre en fait, de la Poste qui voudrait et qui jusque-là d'ailleurs pour certains rentrait en relation avec M. Hervé Pinto et pouvait échanger ponctuellement, eh bien depuis 2 jours, interdiction est donnée à tous les autres employés, à toute personne de la Poste, de la direction, d'entrer en contact avec M. Pinto. Vous voyez bien en fait qu'il y a là depuis 2 jours une volonté non pas de protéger la santé de M. Pinto, mais bien de nuire à sa santé.
La direction de la Poste qui a refusé nos demandes d'interview, mais qui, dans l'après-midi, a donc lancé un communiqué. La Poste qui dément ces informations. Elle assure que des dispositions ont été prises pour assurer l'assistance d'Hervé Pinto et que l'employé bénéficie à sa demande d'un cadre confidentiel pour ses échanges avec son avocat. Finote Gaugirard, les recherches pour retrouver l'octogénaire ont repris aujourd'hui une battue organisée à Saint-Joseph avec des gendarmes et les amis, les voisins de la dame âgée. Ce soir, l'inquiétude demeure. Toujours pas de traces depuis le 7 juin dernier. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie au 05 96 55 33 37, 05 96 55 33 37. Les avocats de Martinique ont un nouveau bâtonnier et c'est maître Laurence Hunel-Osier-Lafontaine qui a été élue par ses pairs en début d'après-midi. À 49 ans, elle succède à maître Dominique Nicolas. Elle a fait part de ses actions à venir au micro de Louis Sabas. On l'écoute. Les grandes lignes de mon action seront rétablir la confiance entre la population martiniquaise et le barreau de Martinique, parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues, mais l'avocat doit prendre sa place dans la société martiniquaise. Ça commence d'abord par un travail en interne. Nous nous formons, nous montons en compétences, nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, il faut satisfaire une clientèle dont les attentes sont de plus en plus exigeantes et ça passe également par un respect mutuel entre nos juges, les magistrats et l'ensemble des avocats. L'opération Déposer les armes, fin de la 3e édition ce vendredi. Bilan 218 armes à feu et 6936 cartouches retirées de la circulation en douceur par les forces de l'ordre. C'est moins que les éditions précédentes, mais c'est toujours cela de fait, notamment pour le préfet de Martinique, Fabrice Rigolet-Rose, interrogé par Michelet François. On l'écoute. L'ensemble des éléments nous montrent qu'il y a un peu plus de 200 armes qui ont été déposées et près de 7000 munitions. Donc c'est évidemment un bilan satisfaisant qui montre, satisfaisant non pas tant par le nombre, mais satisfaisant parce qu'on voit que pour ceux qui doutaient de l'utilité de continuer à mener ce type d'opération, les chiffres sont là pour témoigner, pour illustrer l'intérêt et l'utilité de les maintenir dans la durée. 3e édition. Alors évidemment, et heureusement, les chiffres sont moins importants que lors des précédentes éditions. Néanmoins, les chiffres montrent qu'il faut que nous continuions à agir en termes d'information, de prévention, là aussi, vis-à-vis des possesseurs d'armes, pour que chacun, dans un réflexe citoyen, apporte sa contribution et les retire de la circulation. En bref, Laura Flessel est attendue aux Antilles pour sa première visite officielle. La ministre des Sports sera en Martinique lundi après-midi pour un passage de 24 heures. Au programme, une rencontre avec les acteurs du monde sportif et économique et la visite de plusieurs infrastructures sportives ainsi qu'un entretien avec le président de la CTM, Alfred Marie-Jeanne. Revenons maintenant sur cette grosse déception. Non, on ne va pas en parler tout de suite. Là, je vous parlais des Matininos qui ont perdu, un reportage qu'on va retrouver à la fin de ce journal. Mais d'abord, nous allons retrouver ce reportage économie, redynamiser et rendre plus attractifs les commerces des centres-bourgs. C'est l'objectif de la... Alors, excusez-moi, nous reviendrons plus tard sur ce reportage. On va parler sécurité routière avec cette opération sécurité routière qui a été menée par la préfecture cet après-midi. Remise des prix d'un concours de décoration de casques, vous pouvez le voir, qui a été donc effectué par des élèves. La lauréate a pu recevoir son chèque des mains des personnes qui ont organisé cette opération. Un concours qui visait à motiver les élèves à porter le casque notamment pour éviter les accidents de la route. On écoute la lauréate au micro de Michelet François. Un exercice, on n'a pas vraiment eu le choix au départ, on fallait tous faire une planche projet. On a été sélectionnés et à partir de là, une fois qu'on est sélectionné, on donne le maximum pour arriver au but. Voilà. Résultat, c'était beaucoup de boulot parce que ça c'est du plâtre qu'on a nous-mêmes fait. Enfin, c'était du boulot mais le résultat est là. Le problème c'est qu'on est sur une île et qu'il y a énormément de motards et très peu de personnes portent des motos ou juste les équipements. On voit souvent des gens qui passent avec parfois un casque, rien. Enfin,
ouais, c'était important de sensibiliser là-dessus. Et on a voulu aussi rappeler que la Martinique est une île et donc que la biodiversité est assez grande. Et donc voilà, faire une sorte d'opposition entre les deux avec la pollution aussi des motards et des motos en général, de tout véhicule à carburant et tout. Et voilà, on voulait vraiment montrer que la Martinique est une île et qu'il fallait la protéger, que ce soit humainement parlant qu'au niveau de l'environnement aussi. C'est une belle leçon pour eux, d'abord sur un plan de la création, on peut dire que c'est une leçon. Mais ce qui est important, c'est le message que portent ces casques. Et ces casques ont été faits par des jeunes parlant aux jeunes et leur disant, en fait, à travers leur création, mets ton casque et protège ta vie. Voilà, revenons maintenant sur cette grosse déception hier soir au stade Pierre-Aliquer, la Martinique battue 2-1 par la sélection de Curaçao en demi-finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe. La victoire à domicile nous était pourtant promise. Résumé de la soirée avec Karel Chassol et José Le Chartier. Devant un nombreux public, la Martinique en blanc et Curaçao tentent de mettre en place leur jeu. La première opportunité est à mettre à l'actif des Curaciens. Olympia est vigilant. Les Martininos répondent par Kevin Parsemin sur coup franc. On joue la 10e minute. Dès lors, Curaçao se montre plus pressant. Mais c'est la Martinique qui ouvre la marque à la 16e minute sur cette action conclue par Yohan Arquin. Une ouverture du score qui ne démobilise nullement les Curaciens. Ils s'installent dans le camp des Martininos et se montrent dangereux. La Martinique, elle, évolue clairement en contre, à l'image de ce centre repris par Parsemin hors cadre. Dominés, les hommes de Civaux font le dos rond et atteignent la pause avec cet avantage d'un but. Au retour des vestiaires, la pression curacienne se fait plus intense. La Martinique répond sporadiquement, comme sur cette grosse accélération de Steven Langille. Sa frappe flirte avec le montant gauche des buts du portier de Curaçao. Dans la minute qui suit, cette incursion des hommes en bleu est sanctionnée de pénalty pour ce contact avec Steven Langille. Il est transformé par Nepo Mutseno. On joue la 56e minute. La domination curacienne ne faiblit pas. À 20 minutes de la fin, elle est logiquement récompensée. Ce centre est repris par Janga. Curaçao mène 2-1. Les Martininos réagissent enfin. Des efforts vains. Curaçao s'impose sur le score de 2-1 et disputera dimanche la finale face à la Jamaïque. Je peux dire que c'est une grosse déception. On a mené, mais je crois quand même qu'on a essayé de faire ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, surtout. Et je crois aussi que cette équipe de Curaçao manie très bien le ballon et nous a poussé dans notre dernier retouchement. On a essayé de tenir, mais bon, un match dure 90 minutes et on n'a pas su tenir les 30 dernières minutes et qui fait que Curaçao nous gagne 2-1. Sur quoi faudra insister pour ce match pour la 3e place, mais aussi et surtout pour la Gold Cup? Comme je dis, il faut insister sur tout parce que déjà la Guyane, je pense que c'est le même jeu que Curaçao. Alors les mêmes problèmes qu'on a eu contre Curaçao, on va les avoir de nouveau. Je pense que où on pourra appuyer, c'est sur notre mentalité. Nous, on est la sélection de la Martinique, c'est une équipe qui aime aller vers l'avant. On a des joueurs qui ont cette possibilité-là et cette capacité. Alors, je pense qu'il faut qu'on appuie dessus et puis avoir confiance. Je veux dire, perdre un match, ça arrive à tout le monde. Il faut juste ne pas avoir la tête dans les chaussettes et repartir dès demain. La Martinique sera opposée dimanche 17h à la Guyane pour la petite finale. Et oui, la Guyane également n'a pas réussi à venir à bout de l'équipe de la Jamaïque. Regardez, les Yanadoko avaient pourtant ouvert le score lors de la première période avec un but de Loïc Ball, vous le voyez. Donc le joueur des Yanadoko qui avait donné de bons espoirs aux Guyanais, mais finalement les Jamaïcains ont pu égaliser en deuxième période avec cette action de Johnson. Après la prolongation, le match s'est joué sur une séance
séance de tir au but, une séance cruelle gagnée par les Jamaïcains. Pour Florent Malouda, ancien joueur de Chelsea et de l'équipe de France qui fait maintenant partie d'Ayana Doko, la déception est également au rendez-vous. On l'écoute. La Jamaïque a bien joué le coup. Nous, on n'a pas su capitaliser sur nos temps forts. C'est vrai qu'on a bien démarré. On a bien manœuvré la Jamaïque qui a été gênée en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était l'inverse. Et puis après, pour les prolongations, on a bien poussé. On les a poussés à la faute avec ce carton rouge. Malheureusement, au niveau efficacité, on n'a pas réussi. Même si on a vu qu'ils ont fini avec des crampes, on n'a pas réussi à aller chercher ce petit but. Et puis bon, on a manqué un peu de fraîcheur physique, c'était une période avec prolongation. Puis bon, la séance des tirs au but, c'est toujours un peu délicat, c'est la loterie. Mais c'est une bonne expérience pour cette équipe qui doit apprendre. Et puis voilà, il faut se reconcentrer. Il y a un autre match dimanche. Et puis voilà, on apprend aussi dans la défaite et c'est là où je pense que la Jamaïque a été beaucoup plus expérimentée. Elle pouvait qu'attendre la séance de tir au but et puis elle a tiré le meilleur. Ils ont été plus matures. Donc voilà, bonne chance à eux. Et puis nous, on va tout faire pour gagner le match de dimanche. Voilà, prochain rendez-vous donc Guyane-Martinique. Les deux équipes vont jouer leur place pour la troisième marche du podium. Et on reste dans le sport avec la deuxième édition du Tour cadet de la Martinique en cyclisme. Une course qui a dû être raccourcie en raison de l'absence du médecin au départ de la compétition. Au lieu des 72 km, c'est finalement 58 qui ont été parcourus par les jeunes cyclistes. Et c'est Bastaro Yorick qui gagne l'étape. Lionel Sina des Fewas conserve son maillot jaune acquis hier lors du contre-la-montre. Et on parle toujours sport avec les rendez-vous incontournables du week-end, la poursuite du championnat de karaté et de natation, de l'escrime, du handball et du basket. Mais d'abord, on écoute justement la réaction du gagnant sur le Tour cyclisme cadet de Martinique. Tout de suite au micro de José Le Chertier. Oui, c'est une très belle victoire. Je suis content pour mon équipe et moi. Et il y a eu une chute à l'arrivée, tu n'as pas craint à un moment donné que cela pouvait être très dangereux comme sprint? Oui, j'ai craint beaucoup, mon coéquipier est tombé, mais bon, ça va aller. Voilà, avec Lionel Sina, le maillot jaune, donc au terme de cette première étape. Lionel, une étape difficile aujourd'hui, il y a eu une chute et il a fallu gérer, ça a été compliqué. Il y a même eu deux chutes, une au début d'étape où j'ai été pris dedans et la dernière j'ai failli tomber, j'ai posé le pied de justesse parce que sinon je me serais fait vraiment mal. Mais sinon après, malgré les blessures, on a fait avec et on a essayé de gérer le maximum. Une étape vraiment très curieuse, donc une étape qui était au départ prévue longue de 75 km, qui a été un petit peu écourtée parce que c'est vrai, pour des raisons de sécurité, de sanitaire, eh bien, on attendait le médecin. Une course qui a été à la fois très animée mais très décousue, très débridée. Il y avait des attaques et après ça revenait. On pensait que le peloton donc, allait provoquer des échappées, en fait il n'y en a pas eu. Donc on a assisté donc, au terme de cette première étape qui a été réduite à 58 km à la victoire d'un Guadeloupéen, Bastaro, malgré la chute donc à quelques hectomètres de l'arrivée donc d'une partie du peloton sans gravité. Donc pour l'instant tout reste ouvert dans cette course, tout est comme on dit très animé, donc la course n'est absolument pas jouée. Voilà, je vous le disais, les rendez-vous incontournables du week-end pour la poursuite notamment du championnat de karaté, de natation, de l'escrime, du handball et du basket. C'est l'agenda sport signé Karel Chassol. Direction la mer pour débuter nos Yoleurs contre Robert dimanche à l'occasion de la 8e journée du championnat. La première des deux courses du prix de la ville du Robert partira à 10h30. De la mer, on passe à la piscine. Celle du Lamentin servira de cadre demain et dimanche au trophée régional jeune et à venir. Début de la compétition demain 15h. Elle se poursuivra dimanche à partir de 8h. En handball, le Sunkist Weekend débute demain 8h. Une compétition qui se clôturera dimanche 18h au stade Max Sauron de Ducos. En basket, la première édition du Mada Hoops Day a débuté depuis 17h. Elle se déroule au hall du François et il s'agit de jouer au basket pendant 24 heures non-stop. En VTT, la 7e édition de la Féroussienne partira dimanche 7h30 du Robert. En escrime, le deuxième challenge Herman Vinsobre aura lieu demain 14h30 à l'IMS. Enfin, il y aura également du karaté dimanche à partir de 9h à Bellefontaine.
Restez avec nous à suivre dans votre journal direction la route de Mout pour votre JT des communes à Fort-de-France. Réouverture après plusieurs semaines de travaux. Et puis les images des préparatifs du Martinique Cheval Show qui se tiendra ce week-end place de la Savane. Il a d'ailleurs commencé dès ce vendredi soir. Mais d'abord, notre invité ce soir, Patrick Bousselin. Bonsoir. Bonsoir. Réalisateur martiniquais qu'on ne présente plus, multi-récompensé par de nombreux festivals internationaux. Le dernier en date, en tout cas la dernière récompense, on va le voir à l'écran, c'est un award que vous avez reçu à New York de la part de la Caribbean Tourism Organization qui vient récompenser votre carrière et qui vient récompenser l'homme que vous êtes, l'homme martiniquais, réalisateur. On va poser une première question. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ce prix, d'ailleurs, que vous avez emmené ici sur notre plateau? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est magnifique, puisque bon, enfin, c'est une récompense justement sur une carrière qui n'est pas terminée. J'ai encore beaucoup à faire. Mais c'est extraordinaire, parce que bon, en fait, en plus, je suis le premier Français et premier Martiniquais à obtenir ce prix. C'est un prix par an, donc décerné par la Caribbean Tourism Organization. À quelqu'un, un individu, un personnage qui a œuvré dans la Caraïbe au niveau professionnel sur au moins 20 ans minimum. Voilà. Alors c'est une organisation qui justement permet de mettre à l'honneur les hommes de la Caraïbe. Avec ce prix, qu'est-ce que cela vous permettra de faire dans l'avenir? Est-ce que ça va vous donner encore une nouvelle, je dirais, position au niveau international en tant que réalisateur? Oui, certainement, parce que bon, là, je suis quand même rentré parmi les grands. Ça a été une surprise. Je ne pensais pas que j'étais aussi estimé, on va dire, que mon travail était reconnu autant dans la Caraïbe. Cette récompense a été donc faite par le CTO, mais par l'ensemble des ministres de la Caraïbe. C'est quand même une trentaine d'îles. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Et bien sûr, certainement, ça va ajouter, me faciliter, j'espère bien, le financement notamment de production à travers la Caraïbe sur l'histoire, le patrimoine et la culture. Et j'amène la Martinique au plus haut et j'ai encore beaucoup à faire et c'est pas fini. On va parler de vos projets dans quelques instants, mais d'abord, comment vous pourrez définir vos œuvres? Quels sont les sujets qui vous passionnent? Comme je viens de dire, en fait, c'est une passion. C'est vraiment le mot maintenant, c'est pas un travail, c'est une passion. Je travaille beaucoup, énormément. Et en fait, je me suis spécialisé indirectement, si on peut dire, dans le documentaire mi-fiction avec des reconstitutions historiques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail, il faut quand même pas mal de moyens. Et c'est l'histoire, c'est le patrimoine, c'est la culture, mettre en avant pour nous et à l'international notre patrimoine. Et il faut en être fier. Moi, j'ai la chance d'être martiniquais et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et de par le monde, je suis quelqu'un du monde. Et il faut donc montrer ce qu'on a. Et je pense que c'est là qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais voilà, ça porte ses fruits. Alors être réalisateur, c'est d'abord porter un regard sur le monde, sur l'histoire. Et justement, quel regard vous portez sur vos pairs martiniquais? Vous dites souvent que les récompenses viennent d'ailleurs. Est-ce que vous espérez qu'elles viennent ici aussi de chez vous? Non, ça ne me dérange pas plus que ça. Moi, je n'ai pas besoin d'honneur spécialement. Tout au moins, déjà, dans mon vivant, j'aurais préféré qu'on m'aide déjà logistiquement parlant et financièrement pour des besoins bien spécifiques à la production. Comme je dis, comme je fais des films avec des reconstitutions historiques, donc ça va de la carriole aux costumes d'hiver et autres, par des bateaux anciens, etc. Donc il faut quand même des moyens considérables. Et non, pas plus que ça. C'est plutôt de mon vivant qu'on m'aide justement à réaliser, à produire des films. Alors justement, on va parler de vos projets assez rapidement. Vous avez plusieurs films qui vont sortir d'ici la rentrée? Oui, je travaille comme d'habitude sur plusieurs films en même temps, 3 en moyenne, parce qu'entre les autorisations qu'il faut attendre, les préparatifs, le financement et tout. Donc prochainement, normalement à la rentrée, je pense qu'on est autour de septembre-octobre, Les Secrets des forteresses de la Caraïbe 2. J'en avais fait un il y a 5 ans, donc j'ai découvert encore d'autres forts, d'autres histoires, des choses assez extraordinaires. Et puis un grand film qui va raconter donc la vie aux Antilles sur un siècle, de 1860 à 1960. C'est là qu'il y a des grandes reconstitutions pour voir un petit peu comment on vivait en temps longtemps. Et vous avez besoin justement de retrouver des objets? Oui, beaucoup de gens sont venus déjà à moi et je continue parce que bon, il y a énormément, il y a plus de 200 figurants et donc je cherche des costumes, des chaussures, des chapeaux anciens. Qui datent de quelle époque? Ceux qui veulent participer, de 1900 jusqu'à 1950 on va dire. Donc il y a de quoi faire et tout le monde est le bienvenu. Et si on veut vous apporter votre aide, on peut vous appeler sur un numéro de téléphone qui va d'ailleurs s'afficher, donc 06 96 35 08 08. 35 08 08, oui, je suis joignable, moi pas de souci, avec plaisir. Je suis un Martiniquais, j'ai la chance d'être et je suis avec tous ceux qui veulent
participer à ces productions. Eh bien écoutez, merci beaucoup Patrick Bousselin d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes réalisateur martiniquais et que vous êtes venu avec votre nouvelle récompense, un award reçu à New York. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous tout de suite, votre JT des communes. Redynamiser et rendre plus attractifs les commerces des centres-bourgs, c'est l'objectif de Qualité Commerce, une marque, on pourrait même dire un label proposé aux commerçants par la Chambre des industries. L'objectif, obtenir donc ce label pour les chefs d'entreprise qui doivent répondre à des critères précis. Reportage aux Trois-Îlets avec Louis Sabas. Cet artisan et sa femme n'ont que quelques mois d'activité. Un concept innovant de boucherie-charcuterie fine associé à un marché végétarien. En adhérant à la marque Qualité Commerce Service, ils ont décidé de faire une démarche d'excellence et de visibilité à destination de la clientèle. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin d'image. Et l'image est au cœur de notre vie. Avoir un label, c'est aussi une façon de montrer à un client que ce label correspond à un type de prestation. Ça rassure aussi toute notre partie de notre clientèle. Ça permet aussi de mettre en avant certains de nos produits, la façon dont les choses sont faites au sein du magasin, au niveau du service, et la qualité qui a été mise en œuvre pour pouvoir l'obtenir. Oh, je crois que je vais en reprendre un comme ça. Mais pour obtenir ce label, il faut suivre une formation de 3 jours dispensée par la Chambre de commerce et d'industrie. Solita en a bénéficié et dans son commerce de produits bio, elle met en application les points d'une charte stricte sur l'accueil et le service aux clients. Seul moyen d'obtenir la certification désirée. Vous êtes examiné sur votre accueil, sur la présentation de votre magasin, sur la présentation de votre devanture, sur la manière avec laquelle vous agissez avec votre clientèle. Donc il y a un contrôle qui est effectué, vous avez un client mystère qui vient voir et vous notez sur tous ces points. Il y en a 72 et si vous ne correspondez pas à ces points, vous ne pouvez pas obtenir ce label, il n'est pas donné. Le client mystère, la clé de voûte du dispositif porté par la CCI de Martinique. Obtenir le label, c'est bénéficier d'un accompagnement complet. Si le passage du client mystère est réussi, à ce moment-là, le commerçant est labellisé et il pourra donc faire la promotion de son magasin. Et les partenaires, que sont la Chambre de commerce, l'Espace Sud, l'État et la CTM, se chargent de faire une grosse communication autour des commerçants qui ont été labellisés et qui sont en fait les commerçants les plus performants du territoire sud. En tout, 100 volontaires participent au projet. Pour l'Espace Sud, dont sont issus la totalité des commerçants, l'objectif est de redynamiser les centres-villes désertés depuis quelques années par la clientèle. En fait, ce sont des espaces urbains qui ont toujours une vocation de lieu d'animation et de lieu de vie. Donc aujourd'hui, il convient vraiment de diversifier l'offre commerciale. Et puis nous savons également que la Martinique, elle est touchée par un phénomène de vieillissement de la population. Donc il faut développer les services de proximité pour répondre notamment à cet enjeu de vieillissement de la population. Déjà, 38 chambres de commerce et d'industrie portent ce label et 15 000 entreprises l'ont testé au niveau national. Son lancement auprès des commerçants de l'Espace Sud de Martinique se fait officiellement ce soir pour un montant de 100 000 €. Il est prévu que l'opération soit reconduite dans le Nord et la CACEM. On poursuit ce JT des communes avec ces coups de pelleteuse au lycée Schellcher. Ce matin, les travaux de démolition ont repris depuis hier soir. En tout, 6 bâtiments devront être détruits d'ici le mois d'août. Le lycée Schellcher subit de longs travaux avec une réouverture prévue d'ici 2022. Des travaux toujours mais terminés cette fois-ci après plusieurs mois de fermeture. La circulation a repris ses droits. Route de Mout à Fort-de-France, les travaux engagés par la CTM sont quasi terminés. L'ouvrage hydraulique a pu être remplacé et pour les habitants comme pour les ouvriers, c'est une grande satisfaction. Hubert Borny, Johan Boulard. Quel soulagement pour les riverains mais aussi les usagers. Alors ce qui est bien, c'est que beaucoup trouvent l'ouvrage d'une rare beauté. On a essayé d'allier, vous le voyez, esthétique et efficacité. Route barrée, déviation, gestion des ordures ménagères et des transports. C'est la fin de toutes ces contraintes liées à l'opération. Donc il y a une petite prolongation de 2 semaines par rapport au délai initial, du fait de difficultés rencontrées sur site. Mais sinon, les engagements initiaux ont été tenus. Un chantier qu'il a fallu traiter face à l'urgence de la situation, l'état de vétusté avancée de l'ancien pont. La particularité de ces travaux résidait en sa situation, puisqu'on était sur une zone exiguë.
Et il a fallu gérer la problématique des riverains, la problématique des piétons, puisque nous sommes sur une zone où il y a 4 établissements scolaires. Les travaux ont pris quelques semaines de retard, mais l'essentiel est fait. Désormais, la circulation a repris ses droits sur la RD 48. 3 entreprises se sont partagées les travaux. Ces 2 ouvriers semblent très fiers du résultat. Ça nous montre que nous travaillons assez bien et notre chef sera content aussi pour notre œuvre-là que nous avons réussi pour les riverains. Satisfaction aussi chez les riverains. La gêne due aux travaux n'aura duré que 3 mois. On n'avait jamais vu un joli pont comme ça. Regardez, vous avez même fait des... je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin... Vous avez enjolivé, quoi. Voilà. On le voit, ce sont véritablement les derniers coups de pelle, derniers coups de tuelle. Ce sont les menus détails qui sont assurés. Et pour terminer votre JT des communes, quelques images de ces préparatifs du Martinique Cheval Chaud. La manifestation a commencé cet après-midi avec des sauts d'obstacles. Des initiations seront également proposées au public afin de faire découvrir le monde du cheval. 3000 personnes sont attendues. On écoute l'un des organisateurs au micro de Michelet François. Il y a un très fort engouement, les gens reviennent à l'équitation, surtout que ça a été un petit peu, maintenant ça a évolué, c'est un petit peu plus ouvert à la population. Donc voilà, maintenant l'équitation est un sport attrayant, c'est le 3e sport national et c'est un sport qui crée une certaine osmose entre le cheval et l'être humain et les enfants, les adolescents. C'est quand même des animaux qui sont quand même assez forts physiquement et qu'on arrive à dresser, à dompter. Donc on arrive à leur faire sauter les obstacles, on arrive à les faire galoper vite, à les faire galoper doucement, à tourner, à faire un petit peu plein d'activités, des jeux, un petit peu de tout. Donc je pense que c'est ça qui intrigue, c'est ça que les gens aiment voir. Les temps forts, c'est la découverte, les baptêmes poneys, comme chaque année, bien sûr, ça c'est un très grand succès. Samedi après-midi, on aura toute une découverte de toutes les activités qui peuvent se faire en Martinique. Donc on aura des démonstrations de cours sur place et puis de jeux, un petit peu de tout. Samedi soir, l'épreuve phare que tout le monde attend, c'est l'épreuve de puissance, l'épreuve du saut en hauteur l'an dernier on a réussi à atteindre 1,90 m, c'est quand même le record de la Caraïbe. Voilà. Donc cette année on va essayer d'attaquer le 1,90 m, essayer de voir si on peut aller à 2 mètres, on ne sait jamais. On va essayer de toucher les étoiles. Et dimanche après-midi, le Grand Prix de la ville de Fort-de-France. Parce qu'on est à Fort-de-France quand même, c'est Fort-de-France qui nous accueille. C'est grâce à eux qu'on peut faire une si belle manifestation. Donc le Grand Prix de la ville, vendredi à partir de 16h. Et tout autour de ça, des différentes compétitions avec les plus jeunes, des enfants de 6 ans à des adolescents, puis des adultes, voilà, tout le long du week-end. Et pour refermer ce JT des communes, cette information pratique, le planning du don du sang, le planning de l'EFS pour demain. Le camion sera situé à Rivière-Pilote, à la place du marché, entre 13h et 18h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, la suite de votre tranche info avec Antje Peya de Régine Germani. À tout de suite.